Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin numéro 86 de la Web TV de Veille Stratégique. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 février et nous démarrons l'enregistrement à 8h08 du matin. Alors aujourd'hui, une fois encore, une actualité internationale extrêmement chargée. Nous allons nous intéresser principalement, bien évidemment, à la situation en Ukraine et à ce qui se passe autour de l'Ukraine et du théâtre des opérations militaires. Nous reviendrons également sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et puis, nous finirons par un point sur la situation au Proche-Orient. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, on va un petit peu débattre de l'actualité internationale en bref depuis jeudi après-midi. Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont attiré notre attention, et notamment les déclarations de Rubio, le nouveau patron de la diplomatie américaine, qui est revenu sur le rôle des États-Unis dans un show télévisé. Vous avez peut-être vu passer les images sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Et il y a une phrase qui a retenu notre attention, mais alors vraiment très particulièrement parce qu'elle note un basculement. On sort de la fin de l'histoire qui avait été annoncée dans les années 90 après la victoire des États-Unis dans la guerre froide, où là on nous dit, Rubio déclare, il n'est pas normal que le monde ait simplement une puissance unipolaire, c'était une anomalie, un produit de la fin de la guerre froide, mais finalement, vous allez revenir à un monde multipolaire. Nous le voyons maintenant avec la Chine et dans une certaine mesure la Russie. C'est-à-dire que là, les États-Unis actent officiellement la fin d'une parenthèse historique unique, d'hégémon unique. On n'avait jamais vécu ça dans notre histoire humaine, c'est-à-dire qu'une seule puissance sur Terre soit à la tête de l'ensemble des destinées par le biais direct ou par le biais indirect de sa puissance. Et là, Rubio nous dit, nous, on en finit avec ça aujourd'hui. Les États-Unis ne veulent plus assumer ce rôle parce qu'il reconnaît, c'est très intéressant d'un point de vue moral, il reconnaît que c'était une anomalie. Et que bien évidemment, le plus tôt on en sort, le mieux c'est pour tout le monde, bien évidemment, à commencer par les intérêts des États-Unis d'Amérique eux-mêmes. C'est-à-dire que le coût de cette hyperpuissance, de cette unipolarité américaine a tellement pesé sur le poids, de tout son poids, sur le peuple américain, sur l'industrie américaine, etc., sur l'ensemble de ce que cette puissance représentait comme besoin, il faut y mettre un terme, parce que ce n'est plus possible, tout simplement, ce n'est plus possible. Et puis dans cet entretien, Rubio reconnaît que de toute façon, le but de la diplomatie américaine, c'est d'assurer la défense des intérêts des États-Unis, mais il reconnaît que le but de la diplomatie chinoise, c'est de défendre les intérêts chinois. Le but de la diplomatie russe, c'est de défendre les intérêts de la Russie. Et que l'objectif de tous les diplomates de ces différents courants, c'est de faire de telle sorte à ce qu'on évite les frictions quand ces diplomaties sont en désaccord sur tel ou tel point. Donc on voit qu'on est dans un changement de paradigme. Ça ne veut pas dire que les États-Unis, on va en parler tout de suite après, ne veulent plus imposer certaines choses aux autres, mais ça veut dire qu'ils ont compris, qu'ils ont acté, qu'ils ne pouvaient plus faire n'importe quoi, n'importe quand, comme on avait pu le constater notamment avec la guerre contre le terrorisme, qu'ils n'ont plus ces moyens-là. Alors ils vont continuer de défendre leurs intérêts, et qui pourrait leur en vouloir? Qui peut en vouloir? C'est un peu le sens de ce que dit Rubio. Qui peut en vouloir à la diplomatie de tel ou tel pays de défendre les intérêts de son pays? Ce qui nous surprend toujours, puisque chez nous en Europe, on ne défend plus nos intérêts nationaux, mais on défend des intérêts supranationaux qui ne sont absolument pas en phase avec les intérêts des peuples à travers l'Union européenne. On n'arrête pas de le dire et de le constater. Moi, en ce qui me concerne, depuis Maastricht, mais pour certains seulement depuis 2005. Mais enfin, en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte. Et là, voilà, le but, c'est de dire, quand on n'arrive plus à s'entendre au niveau des intérêts qui deviennent divergents entre grandes puissances, avec la diplomatie,
on essaye de trouver des points quand même de convergence, on essaye d'aplanir les divergences, et surtout, on va éviter, je pense que c'est sous-entendu dans ce discours, d'aller à la guerre en permanence pour faire accepter à l'autre ses divergences. Et d'ailleurs, alors à la guerre ouverte, à la guerre militaire à laquelle on a pu assister ces dernières années avec l'Ukraine ou ce genre de foyer, ou avant l'Afghanistan, etc. Là, et on vient de le constater donc simultanément, puisque c'est le second point qui a été marquant ce week-end, c'est que Donald Trump a déclaré la guerre commerciale à ses voisins. Il a commencé par hausser tout ce qui était les fameux tarifs, les droits de douane avec le Canada et avec le Mexique. Il nous dit que, bon, en ce qui concerne l'Europe, alors la Grande-Bretagne, ça pourrait encore passer, mais qu'avec l'Union européenne, ça va pas bien se passer du tout, et qu'on va probablement se prendre, nous aussi, une volée de tarifs douaniers dans la figure d'ici quelques jours. Parce que, voilà, pour défendre les intérêts des États-Unis, il faut en passer par là. Et bien sûr, on verra comment le Canada et le Mexique, qui ont quand même une souveraineté qui est un peu plus affirmée que la nôtre, on va voir comment eux vont se défendre, et on va voir comment nous, petits laquais européistes, comment nos petits laquais européistes, je parle pas des peuples, je parle de nos dirigeants, vont eux de leur côté tenter de défendre d'abord les intérêts de l'Union européenne, et peut-être à travers les intérêts de l'Union européenne, à la marge, les intérêts de la France. Mais ça, on peut bien évidemment en douter très fortement. Néanmoins, ce qui est là aussi très intéressant dans le discours de Donald Trump, c'est qu'il explique que cette politique-là, il reconnaît, cette histoire de tarifs douaniers, il reconnaît que ça risque de faire souffrir le peuple américain. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'il ne leur raconte pas un conte de fées idyllique dans lequel tout irait bien. Il leur dit quand même, voilà, par rapport à tel ou tel produit, par rapport à tel ou tel produit fini qui est importé par les États-Unis, eh bien ça peut provoquer des hausses de prix en magasin qui vont impacter le peuple américain, et puis toute cette volonté de s'affronter au monde via l'économie va quand même bousculer la société américaine. Donc on est dans un langage à la fois brutal, puisqu'on dit aux autres, maintenant vous voulez pas qu'on s'entende, puisque Donald Trump, son objectif c'est de dire, le Canada, faut que ça devienne un État américain, vous voulez pas, hop, on augmente les tarifs douaniers, les droits de douane, et de l'autre côté, il dit au peuple américain, voilà, on va rentrer dans des zones de turbulence sur tel ou tel secteur, parce que cette politique a un coût. Alors c'est plus le même qu'avant, mais il a quand même un coût, et donc le peuple américain va peut-être en souffrir. Voilà, donc on est dans un discours brutal, de vérité, qui n'est plus bien évidemment à la mode. Ça veut pas dire qu'il est bon ou qu'il est mauvais, ça veut dire surtout qu'il est plus du tout à la mode pour tous les petits fragiles que nous sommes devenus en Occident. C'est un peu compliqué parce que d'habitude on est là, mais non, c'est le monde des bisounours qu'on nous sert tout le temps. Là on nous sert pas le monde des bisounours, on nous confronte à la réalité, cold hard facts. Voilà. Alors, au chapitre de cette affaire commerciale qui va peut-être donc se dénouer de la même manière que pour le Mexique et le Canada vis-à-vis de l'Union européenne, il faut revenir, et alors je le précise d'emblée parce que j'ai pas envie de voir des commentaires ou que les modérateurs qui vont s'occuper de cette vidéo voient des commentaires inutiles pour rien, il faut replacer dans cette problématique-là de la guerre commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis, l'affaire Brigitte Macron et les révélations de Candace Owens, parce que je vais pas vous parler de ce que je pense ou de ce que je ne pense pas, de la véracité de ce qui est avancé autour de Brigitte Macron. C'est pas ça mon propos. Ça, c'est le propos de Candace Owens, c'est le propos de Xavier Poussard, et je vous invite, pour vous faire votre opinion, à écouter ce qu'ils ont à dire. Moi, ce que je constate, c'est que Candace Owens, elle est au courant depuis plusieurs mois des révélations faites par Xavier Poussard ou des interrogations faites par Xavier Poussard et d'autres journalistes français au sujet de l'identité de Brigitte Macron, etc., etc. Mais ça, je le rappelle, je le répète, c'est pas le cœur du problème. C'est pourquoi cette personne a-t-elle attendu
que Donald Trump soit investi pour pouvoir faire la première phase de son émission autour de ce sujet la semaine dernière, que ça va se poursuivre ce soir. D'ailleurs, elle interviewera ce soir, si j'ai bien noté, Xavier Poussard lui-même. Je rappelle pour ceux qui me disaient encore l'autre jour sur les réseaux, oui mais tout ce qu'elle raconte on le sait déjà. Oui, elle ne nous parle pas à nous Français. Elle parle au peuple américain. Et c'est donc pour ça que c'est très intéressant de comprendre pourquoi maintenant. Parce que pour moi, elle parle au peuple américain maintenant, dans des conditions, des mots très forts ont été employés, des accusations très importantes ont été faites. L'objectif, c'est pas de démêler, à mon avis, le vrai du faux dans tout ça. L'objectif, c'est de fragiliser Emmanuel Macron, de fragiliser à travers Emmanuel Macron la France, et c'est bien pour ça que cette histoire est importante, parce que quels que soient les travers de cette histoire, le vrai du faux, Emmanuel Macron a tendu la joue pour se faire gifler avec cette affaire. Et donc, on voit bien comment une puissance étrangère peut utiliser cette fragilité pour contraindre la France à telle ou telle posture à travers son président. Donc c'est bien ça le cœur de mon interrogation et de ma présentation de ce matin, c'est de dire voilà, aujourd'hui, on a un problème entre les États-Unis et l'Union européenne. Quels sont les piliers de l'Union européenne, la France et l'Allemagne? Que se passe-t-il de la part des États-Unis et de leurs agents d'influence les plus puissants à l'égard de ces deux pays? D'un côté, Elon Musk soutient l'AfD en Allemagne, avec sa plateforme, etc., pour leur rendre une certaine liberté de parole, parce que on l'a vu, il y a une censure déguisée qui s'est installée, ou une censure tout court, qui s'est installée notamment sur les chaînes de télé publiques en Allemagne contre l'AfD, et de l'autre côté, contre la France, on sort le dossier, on sort enfin, au niveau de la temporalité, le dossier Brigitte Macron. Et donc, pour moi, je reprends encore une fois, je le répète parce que je sais qu'il va y avoir des gens pas très intelligents qui vont essayer de me prendre pour un idiot. Je me fiche de ce qu'il y a dans ce dossier. Ce que je sais, c'est que s'il fait parler Madame Candace Owens à ce point-là, aujourd'hui, c'est pas innocent, c'est pas pour rien, et que l'objectif qui est poursuivi, c'est de tordre le bras d'Emmanuel Macron et donc de mon pays d'une manière ou d'une autre. Et par voie de conséquence, de fragiliser l'Union européenne. Alors vous me direz, est-ce que je suis malheureux de savoir que l'Union européenne va être fragilisée? Ah, ça vous vous en doutez bien, ça me fait plutôt plaisir. Mais que ça se passe dans ce schéma-là, c'est plutôt problématique. Parce que, comme le rappelle souvent Édouard Husson dans le courrier des stratèges d'Éric Vérag, c'est à nous Français de faire notre propre sauce pour nettoyer les écuries d'Augias. C'est pas à l'oncle Sam et à personne d'autre de s'en occuper à notre place. Alors, peut-être que ces fragilités nous permettront de mieux reprendre la main, mais il faut pas oublier que c'est de notre responsabilité à nous avant toute chose. Et donc là, ce qui interroge, c'est qu'est-ce qui se cache derrière en termes de haute politique. Pas les histoires. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, moi je suis enseignant, et ça je l'ai toujours dit depuis avant l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, cette histoire de relation entre un professeur et un élève, qui plus est à l'époque où ça s'est passé, un élève qui avait donc moins de 15 ans et une adulte, quel que soit son âge à l'époque, et puis que ce soit un homme, une femme, etc. C'est pas là la question. Si moi j'avais eu des rapports avec un de mes élèves âgés de moins de 15 ans, ça tombe sous le coup de la loi. Et donc là, on s'est toujours tous interrogés sur pourquoi c'était pas tombé sous le coup de la loi à l'époque. Voilà. Et ça reste, de tout ce qui est sorti de cette affaire, c'est c'est une certitude qu'on nous a toujours affichée, et on peut toujours s'étonner de savoir pourquoi ça n'a jamais dérangé personne. Voilà. Que des gens viennent dire sur le plan de la morale ceci, cela, il y a la loi Duralex Sedlex, et ça aurait dû poser des questions à ce moment-là. Voilà ce que tout ça m'inspire ce matin. Et donc il faut surveiller, il faudra voir ce qui se dit ce soir, etc. Mais le point le plus important, c'est la fragilisation de la France et donc de l'Union européenne par et donc de l'Allemagne aussi avec l'AfD, des deux piliers que sont la France et l'Allemagne dans l'UE, par rapport à la volonté de mener une guerre commerciale et de contraindre les uns et les autres à accepter les volontés de Donald Trump en termes économiques. Donc voilà, affaire à suivre.
Alors maintenant, donc on va passer au dossier ukrainien. Alors avant d'afficher la carte des opérations militaires, on va revenir sur certains éléments. Alors tout d'abord, pour ceux qui sont abonnés sur Patreon, vous le savez, on a passé des papiers qui expliquaient que Israël avait été contraint par les États-Unis de livrer une partie de ses missiles patriotes ainsi que des stocks d'armes qui avaient été saisis sur le Hezbollah ou sur l'ancienne armée syrienne à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les capacités, des gens viennent me dire ah oui, les États-Unis, ils ont encore des stocks, ils ont encore des moyens, etc. Non, la preuve, ils vont chercher des munitions ailleurs. En plus, ils vont chercher de l'armement en ce qui concerne le Hezbollah ou l'ancienne armée syrienne de Bachar el-Assad, des équipements qui sont des équipements de fabrication ou de conception soviétique pour les remettre en Ukraine, parce que là, puisque ces armements avaient été fournis par l'Union soviétique pour leur immense majorité, notamment pour l'armée syrienne, donc ils vont retourner, entre guillemets, sur l'ex-territoire soviétique aux mains des Ukrainiens, preuve que les arsenaux occidentaux sont largement insuffisants pour fournir ce qui est nécessaire aujourd'hui à l'armée ukrainienne. Et pour les patriotes, on l'a bien vu, sur Patreon, vous verrez, on a fait plein d'articles pour montrer comment les patriotes et l'ensemble des moyens de la DCA ukrainienne s'étaient considérablement réduit depuis maintenant près d'un an, que ça permettait donc aux Russes de faire un peu tout ce qu'ils veulent dans le ciel, en étant très peu contestés. Et voilà, aujourd'hui, on dit à Israël, et ça fait longtemps que les Américains pressaient Israël de faire ça, eh bien, vous le savez, les Israéliens s'appuient désormais soit sur un des systèmes THAAD américains, soit sur l'autre système antiaérien plus récent, Front de David. Et donc, là, ils ont accepté d'envoyer donc des munitions pour les lanceurs patriotes à l'Ukraine. Donc, c'est très intéressant de ce que ça nous dit de la situation de l'armée ukrainienne aujourd'hui d'une part, et puis d'autre part de ce que les Occidentaux sont capables de faire. C'est-à-dire qu'il faut aller racler les fonds de tiroir un peu partout sur Terre, chez les alliés des États-Unis, pour récupérer en plus du matériel de prise récente, puisque le matériel du Hezbollah ou de l'armée syrienne de Bachar el-Assad, ça fait seulement quelques semaines qu'il est entre les mains des Israéliens. Donc ça, déjà, c'est quelque chose d'assez notable à souligner. Ensuite, un autre phénomène qui, lui, est beaucoup plus intéressant, c'est l'ami Marc Legrand, dont on fait la promotion du livre là dans les descriptions des vidéos depuis un moment, en ce qui concerne l'évolution des pertes. Les pertes de part et d'autre sont en baisse. Alors, est-ce que ça signifie que les opérations ont baissé d'intensité de part et d'autre? Est-ce que les Russes ont moins de moyens que ce qu'ils avaient pour continuer de mener leur guerre d'attrition, dont on n'a pas cessé de vous parler, puisque c'est la stratégie qu'ils ont adoptée pour gagner cette guerre? C'est encore très difficile de le déterminer, puisque c'est une tendance récente. Si on se rend compte d'ici la fin mars, à la fin du premier trimestre 2025, que c'est une tendance affirmée de mois en mois, on pourra légitimement se dire que là, et sans qu'il y ait de changement sur le terrain, parce que c'est ça le point le plus important, c'est que s'il y a baisse des pertes, sans changement de contrôle majeur sur le terrain, ça veut dire que les Russes se sont essoufflés. Si il y a baisse des pertes, mais que d'un seul coup on a une accélération du terrain conquis par l'armée russe, ça veut dire que la stratégie d'attrition a atteint l'objectif qu'elle visait, c'est-à-dire que l'armée ukrainienne a franchi son point de rupture. Voilà en quoi cette information est intéressante. Je vous invite à retrouver le fil X de Marc Legrand, qui est assez exhaustif sur justement les pertes de part et d'autre. Il a, je crois, c'est presque 2 fois par semaine, il fait des mises à jour sur cette question-là qui sont intéressantes. Alors, on passe à la carte des opérations militaires. En marge du terrain lui-même, on a assisté à 2 choses qui étaient très importantes ces dernières 72 heures. Tout d'abord, dans la soirée de vendredi, le 31 janvier, il y a eu une frappe sur Odessa, qui semble-t-il a ciblé à nouveau, j'ai envie de dire, un quartier général ou un PC avancé. Enfin, c'est un peu compliqué de donner un terme exact à ce qui a été touché, mais en tout cas, il y a des officiers, des conseillers militaires ou des mercenaires occidentaux qui ont été
ciblé et tué et blessé par cette frappe. Donc là encore, entre le renseignement humain de la résistance à Odessa et les observations des systèmes électroniques russes, on peut imaginer que c'est comme la fois précédente, quand ça avait été une frappe sur les dépôts. Là, c'est une frappe donc sur des moyens humains de haute valeur ajoutée, puisqu'on parle de conseillers militaires, on parle d'officiers de l'OTAN, etc. Alors après, tout ça, ce sont des déclarations du côté russe. On verra bien avec l'histoire si c'est bien, si c'est pas plutôt que des mercenaires ou si c'est bien des officiers d'état-major ou des conseillers militaires. Hein. C'est toujours très compliqué de pouvoir affirmer avec certitude que c'est telle ou telle chose. Il faudra surveiller peut-être les nécrologies de certains officiers de l'OTAN dans les semaines qui viennent, parce qu'on va peut-être nous dire qu'il y en a qui ont fait encore des chutes au cours de randonnées alors qu'ils étaient en pleine forme il y a encore une semaine. Peut-être ça nous donnera un indicateur de ceux qui ont été éliminés par cette frappe. Voilà, mais en tout cas, nouveau coup dur pour l'encadrement étranger des forces armées ukrainiennes. Et puis donc hier, on a eu de la part des Russes donc plusieurs frappes, là encore, hein, puisque les Ukrainiens, on n'a pas arrêté de l'expliquer, continuent de frapper avec des drones dans la profondeur du territoire russe sur les infrastructures notamment les raffineries de pétrole. Eh bien hier, donc les forces russes, elles, ont mené des frappes sur le dépôt de, le dépôt de pétrole de Soumy, donc dans l'immédiat arrière-front du saillant de Soudja, les installations de production de Kharkov, les infrastructures énergétiques de Poltava et Zaporizhzhia. Donc on le voit, les Russes rendent la monnaie de la pièce en sachant très bien que les perturbations, même importantes, que provoquent les frappes des drones ukrainiens sur, on va dire, l'industrie pétrolière russe en général, posent des questions, posent des difficultés, mais que les frappes russes sur le territoire ukrainien posent des difficultés extrêmes et insurmontables, parce que ça fait depuis novembre 2022 que l'ensemble des structures, aussi bien énergétiques que industrielles de l'Ukraine, sont frappées quasiment tous les mois par les Russes. Et qu'on sait qu'il n'y a eu aucune reconstruction, il n'y a eu que des réparations, parce qu'il n'y a pas les moyens de mener à bien une réparation sur l'ensemble du système, tant il a été ciblé, reciblé, presque à l'envi par les Russes. Donc l'impact, il est beaucoup plus important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des perturbations par rapport à la production de pétrole et au raffinement de pétrole en Russie, mais ça veut dire que c'est un impact qui n'est pas majeur, qui n'entrave pas de manière majeure. Alors que là, toutes les frappes qui sont menées par les Russes, elles portent des coups sur une infrastructure qui est quasiment à plat. Hein. On estime qu'il y a environ 75% de l'infrastructure énergétique qui est par terre, et peut-être même plus après les frappes de la fin de l'année dernière. Alors, dans l'autre sens, les Ukrainiens ont eux aussi lancé des frappes contre la Russie avec des drones. Hein. Bon, là, la Russie nous explique que toutes les frappes ont été interceptées. Et puis, alors, on va passer au théâtre des opérations militaires, parce que vous allez voir ça, ce qui suit a un rapport avec le terrain. Alors aujourd'hui, on va parler du saillant de Soudja, on va parler de Seversk, et puis on finira par Chassovyar et Pokrovsk. Hein, c'est les deux, comme d'habitude, hein, dans le Donbass, ce sont les deux secteurs qui sont les plus importants en ce moment, Chassovyar et Pokrovsk. Et donc en ce qui concerne, on commence toujours au nord, hein, on commence par Soudja. En ce qui concerne donc le saillant de Soudja, alors on voit que les Russes sont toujours à la manœuvre sur la face occidentale du saillant, hein. C'est les trois flèches rouges qui marquent les attaques locales qui sont menées par l'armée russe pour venir border la rivière, hein, qui passe par ce secteur. Hein. Vous voyez qu'au nord, depuis Pogrebki jusqu'à la frontière à Sverdlikovo, donc les Russes tentent d'atteindre cette rivière pour couper un peu les Ukrainiens dans des poches au nord, avec des difficultés pour pouvoir s'en évacuer. Et puis, vous avez cette flèche bleue qui vient du sud, hein, qui traverse la carte vers Soudja, et en fait, on a donc une école à Soudja qui a été ciblée, il y a eu des civils qui ont été tués et blessés, et les Ukrainiens ont accusé l'aviation russe d'avoir fait le coup, alors qu'en fait, c'est une frappe de HIMARS
tiré depuis le territoire ukrainien qui a visé ce secteur. Encore une fois, l'objectif c'était de faire des images pour dire voilà, les Russes frappent leur propre population, hein, regardez ces ordures, ils prennent aucun soin. Alors qu'au même moment, dans tout le secteur, je vous renvoie aux images, on a partagé le reportage de Patrick Lancaster il y a quelques jours sur le blog Veille Stratégique, on a découvert des charniers, on a découvert des victimes de viols, etc., qui ont été commis par l'armée ukrainienne contre la population russe, qui n'avait pas été évacuée de ce secteur. Donc, comme d'habitude, on a un contre-feu, enfin en tout cas une tentative de contre-feu pour dire non, mais les méchants, moralement, c'est les Russes. Donc, on mène bêtement une frappe avec un HIMARS sur une école, et puis ensuite on accuse l'aviation russe d'avoir fait ça, alors que tout a été éclairci et débunké. On sait bien qu'il s'agit d'une frappe ukrainienne qui a visé délibérément une population civile pour pouvoir faire entre guillemets un chantage moral, hein, et dire non, les méchants c'est pas nous, c'est eux. Voilà, ça rappellera d'autres histoires qui n'ont toujours pas été éclaircies dans le même genre. Alors sur le terrain militaire, dans le secteur, à part ces attaques russes sur la face occidentale, il n'y a pas eu d'autres progrès, et ces progrès sont toujours très limités, puisque je le rappelle, on me pose souvent la question, alors je pense que c'est des gens qui n'ont pas vu les épisodes précédents, les Russes ne sont pas pressés de reprendre Soudja et le saillant de Soudja, tant que les Ukrainiens y déversent leurs meilleures unités qui sont prises sous les feux de l'armée russe sur 3 côtés. Qu'est-ce que vous voulez que les Russes s'enquiquinent à perdre du monde, à essayer de reconquérir tout ça de vive force, quand l'adversaire vient vous servir sur un plateau ses meilleures unités pour que vous puissiez les détruire? Il n'y a aucun intérêt à forcer la décision pour, alors peut-être donc à améliorer tactiquement le front dans telle ou telle partie du saillant, mais sinon il n'y a aucune nécessité de se jeter dans une offensive de grand style dans le secteur. Hein. On a vu les Ukrainiens, ils ont tenté quelque chose au début de l'année, une petite attaque locale. D'ailleurs, vous voyez, hein, tout le secteur qui était visé, Berdine, Bolchoï-Soldatskoye, tout ça, ça fait bien longtemps que ça a été reconquis par l'armée russe, parce que les combattants ukrainiens dans cette avancée de quelques kilomètres ont tous été tués, blessés ou faits prisonniers, ou ceux qui n'ont pas été tués, blessés ou prisonniers ont été obligés de se replier très rapidement. Alors maintenant, on va parler d'un autre secteur dont on n'a pas parlé depuis très longtemps, c'est le secteur de Seversk, où semble-t-il les Russes ont relancé des attaques locales, et notamment dans le fameux secteur de Bilogorivka, hein, que vous voyez, donc qui est, alors Seversk est encadré en bleu comme d'habitude, comme toutes les villes ukrainiennes d'importance, et puis donc légèrement au nord-est de Seversk, le long du front, vous voyez Bilogorivka, hein, donc Bilogorivka pour les Russes, et donc c'est une localité qui est l'objet de combats acharnés depuis l'été 2022, mais vraiment des combats, alors de manière cyclique. Il y a des moments, il y a des phases d'accalmie, mais dès que ça se rallume, c'est des combats terribles, c'est des combats acharnés. Et donc là, les Russes ont, semble-t-il, relancé des attaques locales, pas une offensive de grand style, mais des attaques locales dans ce secteur. Et on voit que c'est partout le long du front. Hein, donc ça descend vers le sud, ça dépasse même le secteur que Régis de Castelnau étant de la ferme de Sako et Fancetti, et puis on arrive donc tout au sud, hein, dans le secteur de Zalizyanske, où là on est à quelques encablures au nord de Bakhmout, hein, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas toute la géographie du secteur en tête. Mais donc, voilà, à surveiller, puisque là, il y a plusieurs points du front qui se sont allumés. Est-ce que les Russes font des attaques locales de fixation des défenseurs ukrainiens? Est-ce qu'ils ont l'intention d'aller plus loin? Vous le savez, c'est un secteur qui a été l'objet de beaucoup de controverses, parce que on a découvert que alors c'était à l'été dernier, le commandement russe dans le secteur faisait de faux rapports en disant qu'ils avaient repris telle ou telle localité après avoir mené des assauts, alors que ces assauts avaient échoué lamentablement parce que tactiquement ils avaient été menés, mais alors en dépit du bon sens, et que ça avait causé des pertes inutiles, mais néanmoins ils affichaient des comptes rendus complètement
délirant. On a pris, alors je crois d'ailleurs que le village de Verkno-Kamenski faisait partie de ces faux communiqués de la victoire, et donc tout le commandement du secteur a été relevé de ses fonctions, et je pense que certains passeront en cour martiale parce qu'ils ont fait vraiment n'importe quoi dans cette zone. Comme quoi dans l'armée russe, tout ne fonctionne pas comme dans toutes les armées, hein, tout n'est pas réglé comme une horloge, etc. Il y a toujours des gens qui font des choses qui sont complètement déplorables sur le plan du commandement effectif sur le terrain, et donc ils finissent par être punis, ce qui est tout à fait normal. Alors, après Seversk, on va descendre donc dans le secteur de Chassov-Yar, parce que le secteur de Chassov-Yar, alors il y a, vous le voyez, deux cartes qui mettent en exergue un zoom sur la ville. Vous reconnaissez les parties dont on a discuté encore la semaine dernière, jeudi dernier. Vous vous rendez compte que la ville de Chassov-Yar est en train de tomber. C'est-à-dire que aussi bien donc la petite carte en haut à droite, les positions ukrainiennes se réduisent comme peau de chagrin. Et puis, donc la petite carte qui est, enfin la carte, le zoom qui est en dessous, où là c'est les alentours, on va dire, on est à peu près par rapport à la carte précédente, vous imaginez, je vais mettre un agrandissement de mon côté aussi, on est légèrement au sud du quartier d'habitation qu'on voit sur la carte du haut, et on voit bien que là encore, les Russes progressent sur les axes principaux, et que la ville va se retrouver, encore une fois, coupée du monde. Et que la garnison qui s'y accroche va se retrouver, une fois encore, encerclée. Voilà. Donc, on sait ce qui s'est passé à Avdiivka, on sait ce qui vient de se passer à Novosilka, enfin à Velika Novosilka. On sait, alors à Donetsk c'était différent parce que l'assaut s'était déroulé de manière plus frontale, mais une fois encore, la garnison ukrainienne s'accroche au terrain. Alors je sais pas si derrière le génie ukrainien est en train de construire des nouvelles fortifications. J'ai pas d'informations sur le sujet. Ce que je sais, c'est que comme vous le voyez sur la carte dézoomée, tous les petits traits en rouge rosé, ça représente les fortifications actuelles. Et vous avez cette zone donc qui est en bleu avec des rayures bleues un peu plus foncées, où on nous dit que les Ukrainiens sont en train de mettre en œuvre de nouvelles fortifications. C'est écrit Fortification Construction. Avec quels moyens, de quelle nature? Ça, pour le moment, on n'a pas d'infos de photos satellites qui nous disent, voilà, ils ont construit des réseaux de tranchées supplémentaires, ils ont amené des bunkers en béton, ils ont creusé des fossés anti-chars, tout ça, on n'en a aucune idée pour le moment. On sait que, d'après ce que disent les Russes, les Ukrainiens savent faire, mais est-ce que ça sera suffisant? Surtout que, donc, comme vous le voyez, au sud, on a Toretsk, qui a donc été la ville conquise à la mi-janvier, toute sa périphérie administrative et industrielle la semaine dernière, et donc maintenant les Russes ont tout loisir de foncer vers Kostiantynivka, comme on l'évoquait jeudi dernier. Alors c'est pour ça que toute la zone qui se trouve sur leur chemin est en cours d'aménagement de défense, mais je pense que ça va pas suffire dans les délais qui sont impartis. Puis en plus là la météo c'est pas forcément le meilleur moment de l'année pour creuser la terre, aménager des positions, etc. En fonction soit de la neige qui fond, soit du sol qui est complètement gelé, etc. Bon, j'ai de gros doutes sur l'efficacité de ce qui va sortir de terre dans cette zone. Mais en tout cas c'est à surveiller parce que comme on n'arrête pas de le dire, si Chassov-Yar tombe, puisque Toretsk est tombé, la prochaine cible, c'est bien Kostiantynivka, qui est la plaque tournante suivante de toute la logistique de la défense ukrainienne dans le secteur. Donc, est-ce que c'est pour les semaines qui viennent? Est-ce que c'est pour le printemps? Ça reste difficile à déterminer. Mais il y a plein d'experts qui, ce week-end, disent que le sort de Chassov-Yar est scellé et que si dans les jours qui viennent, on nous annonce que la ville est tombée, ce sera pas une surprise. Voilà ce qu'on pouvait en dire ce matin. Et donc on va terminer par le secteur de Pokrovsk, parce que, alors je vous ai remis les informations les plus importantes avec notre cartographie, je dirais, locale. Alors, on fait ça à partir des fonds de cartes qui sont gratuitement disponibles via Syriac Map.
Et il n'y a pas leur logo quand on est sur leur espèce de Google modifié, donc ça ne dérange pas de les nommer. Et après, on rajoute notre analyse à nous sur la carte. Alors donc Pokrovsk au milieu en rouge, à côté en orange Mirnograd. Les flèches rouges pleines, c'est les dernières attaques locales qui ont été couronnées de succès par les Russes. En vert, on vous a encore remis la frontière entre l'oblast de Donetsk et l'oblast de Dnipropetrovsk. Ça veut dire que les Russes, vous le voyez, en étant à Oudachne, ils sont à un jet de pierre d'un autre oblast ukrainien qui est absolument pas concerné au départ par cette guerre, et qu'ils continuent d'opérer tout ce qu'il faut pour, comme on ne cesse de le dire, un encerclement de Pokrovsk, pour couper Pokrovsk d'abord par l'ouest et puis ensuite, depuis plusieurs semaines, également par l'est, de telle sorte à ne pas avoir à conquérir la ville de vive force par un assaut frontal, puisqu'on vous a remis en bleu les grandes zones de fortification qu'il y a autour de Pokrovsk et Mirnograd, et vous le voyez, en progressant par l'ouest comme les Russes le font, ils sont en train de contourner le système de fortification qui protège jusqu'à Grishine, la ville de Pokrovsk, et puis une fois qu'ils auront dépassé la E50, eh bien, ils seront en terrain complètement ouvert, et ils pourront aborder le réseau de défense principal de Pokrovsk, mais surtout, ils pourront complètement couper la ville de l'extérieur. Donc, il n'y aura pas besoin de se préoccuper de donner l'assaut de vive force, je le suppose, même si les Ukrainiens, on a eu l'information par l'ami Erwan Castel hier, aurait mobilisé pour tout ce secteur, pas dans la ville de Pokrovsk et de Mirnograd uniquement, mais pour défendre tout ce secteur, il y aurait à peu près l'équivalent de 12 brigades ukrainiennes, soit environ 24 000 hommes, parce que les brigades ukrainiennes, elles ont plutôt tendance à être à 2 000 hommes qu'à 4 ou 5 000 comme peuvent l'être théoriquement les brigades de l'OTAN. Et donc on est sur un ensemble de 24 000 hommes à peu près. Il y a une brigade de chars, une brigade d'artillerie, une brigade d'infanterie de marine, une brigade d'assaut aéroportée, et le reste, c'est des brigades réputées blindées mécanisées. Après, en ce qui concerne leurs véritables moyens matériels, c'est toujours très difficile de déterminer où ils en sont en termes de combien il reste de chars, combien il reste de BMP, quel que soit le niveau des BMP, ou d'autres blindés type OTAN, Bradley, Marder, etc. Mais en tout cas, voilà, on a un effectif qui est évalué à environ 24 000 hommes répartis en 12 brigades, une seule brigade d'artillerie. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'équipes de dronistes, mais une seule brigade d'artillerie pour défendre la zone, ça paraît faible par rapport, une fois encore, aux moyens d'appui-feu dont disposent les Russes. Donc on va voir dans les semaines qui viennent si cet enveloppement... donc on a vu, d'abord ils ont coupé la route, ensuite ils ont coupé la voie ferrée, ils continuent d'avancer toujours à leur rythme pour éviter des pertes inutiles. On verra s'il faut encore, je sais pas, une semaine, 15 jours pour couper la E50 ou moins, puisqu'ils mettent des attaques un petit peu partout depuis ce point-là, parce que je pense que l'objectif c'est d'élargir vers l'ouest cette mâchoire de telle sorte à la rendre hermétique aux attaques de flanc, pour être sûr que personne ne puisse tenter un dégagement de la garnison venant de l'ouest, aussi bien de couper les voies d'accès aux Ukrainiens, mais en même temps d'avoir une zone la plus large possible pour se protéger d'éventuelles contre-attaques sur leur flanc, alors qu'ils sont en train de mener l'encerclement simultanément. Voilà donc, chers amis, ce qu'on pouvait dire ce matin sur la situation en Ukraine. Vous voyez, c'est quand même toujours très tendu, et surtout, on voit que l'armée ukrainienne est de plus en plus étirée, de plus en plus sollicitée partout. On ne vous a pas mis la carte parce que ça n'a pas eu pour le moment d'incidence majeure, mais à Kupiansk, la tête de pont au nord de Kupiansk, la tête de pont russe sur la rive ouest de l'Oskol, c'est là encore légèrement agrandi. Donc ça fait planer toujours encore un peu plus de danger sur Kupiansk et les troupes ukrainiennes qui sont à l'est de l'Oskol. Donc ça, plus
les problèmes de matériel, plus les déclarations américaines quant au fait que il n'y a pas de raison, parce que Rubio a aussi insisté sur le fait que l'Ukraine, la guerre, on lui a laissé croire qu'elle aurait pu la gagner, on lui a menti. Il y a tout un narratif qui se met en place côté américain pour préparer la défaite de l'Ukraine et son lâchage. Donc tous ces éléments-là combinés font que les jours et les semaines qui viennent vont encore être extrêmement intéressants à surveiller et que la situation peut paraître parfois un peu figée sur le plan des gains de terrain. Enfin, je rappelle que les Russes viennent quand même donc de conquérir Toretsk, il y a 15 jours à peine, et que on va peut-être assister à la chute de Chassovyar dans les jours qui viennent. Donc ce grignotage sur des terrains qui sont compliqués à conquérir comme le sont les villes reste quand même la preuve. On a vu de Velika Novosilka également tomber. Donc l'avancée russe se poursuit à leur rythme, toujours pareil, avec cette idée de limiter leurs pertes. Alors avant de passer à la RDC et à ce qui se passe au cœur de l'Afrique, une fois encore, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, merci pour tous les partages, merci pour ceux qui ont donné des informations complémentaires dans les commentaires, qui ont corrigé des fois certaines erreurs. L'autre jour, je me suis emmêlé les pinceaux entre Patrouchev et Naretchin par rapport à ce qu'on vous annonçait sur les efforts diplomatiques russes en Algérie. Je m'en excuse, voilà, de temps en temps, errare humanum est. Donc merci à ceux qui ont corrigé cette erreur pour les autres spectateurs. Merci de partager aussi nos autres publications. Je vous le rappelle, pour aider à notre référencement, il n'y a pas que les vidéos, il y a aussi tout ce qu'on partage sur le blog et les autres réseaux sociaux, notre chaîne Telegram, mon compte X. Et puis merci à tous ceux qui nous rejoignent sur Patreon. Tous les jours, vous avez des contenus supplémentaires, un article par jour sur d'autres informations autour des grands conflits. Ceux qui veulent avoir les infos détaillées sur ce que je viens d'expliquer à propos d'Israël et de ses envois d'armes depuis Israël vers l'Ukraine. On a passé la traduction de 2 articles la semaine dernière sur ce sujet. Donc vous pouvez les consulter si vous vous abonnez. Ça nous permet d'avoir une visibilité sur nos finances à moyen terme. Et puis merci à ceux qui préfèrent ponctuellement nous faire des dons sur PayPal. C'est aussi le bienvenu pour nous aider à progresser. J'annonce à nouveau que la conférence des abonnés Patreon aura lieu non pas mercredi mais jeudi soir, parce que j'ai un empêchement personnel de dernière minute mercredi auquel j'ai pas pu dire non. Donc ce sera jeudi soir à 19h30. Donc ça fait aussi partie des privilèges des abonnés Patreon, c'est d'avoir une conférence dédiée d'1h30 avec moi tous les mois. Là, c'est la conférence de janvier qui a été décalée. Bon, il y aura 2 conférences en février, mais voilà, on essaye de tenir le rythme mensuel, mais là, avec la rentrée et mes petits soucis de santé la semaine dernière, c'était un peu compliqué. Voilà, alors donc on va maintenant passer à la situation au Congo. Alors il n'y a pas de modification majeure au niveau des opérations militaires, simplement, pardon, on constate que le M23, fort de sa victoire et du soutien dont il bénéficie de la part du Rwanda et donc par voie de conséquence des Anglo-Saxons, a déclaré en fin de semaine dernière sa volonté, alors c'est probablement une grosse opération de communication, de marcher sur Kinshasa. Alors je rappelle qu'il y a à peu près, je crois c'est 4500-5000 kilomètres à parcourir pour traverser tout le pays pour y parvenir. Alors bon courage, c'est pas irrigué par des voies de communication routières aussi importantes que chez nous, donc je doute que ce soit faisable, à moins qu'il y ait un effondrement du gouvernement central à Kinshasa, mais vu les manifestations contre le Rwanda et le M23 auxquelles on a assisté la semaine dernière, je pense que le gouvernement n'est pas prêt de tomber, à moins qu'on l'aide à tomber de l'extérieur. Je le précise tout de suite. On a également vu des manifestations donc en Europe de la part des Congolais qui sont installés ici. J'en profite pour saluer tous mes anciens joueurs de football américain qui sont originaires pour beaucoup d'entre eux, tous ceux qui venaient de ce que j'ai connu, je le disais l'autre jour, sous le nom du Zaïre. J'ai eu pas mal de joueurs qui étaient originaires de Kinshasa et je les salue puisque pendant des années ils me faisaient état de ce qui se passait dans leur pays et notamment donc dans cette région du Kivu.
Et je sais qu'ils sont, à mon avis, encore une fois, très inquiets de ce qui peut se passer pour leur pays et pour la déstabilisation dont il est victime, et du silence, et qui doivent être bien embêtés du silence de la France dans cette affaire, voire de l'alignement de la France sur la position du Rwanda, qui reste l'agresseur. Et dans le même temps, donc dernier point pour parler du Congo, on constate que les pays voisins, et notamment le Burundi, craignent que ce conflit s'étende à l'ensemble des pays de la région, donc Burundi, Ouganda, et que ça reste pas uniquement cette guerre qui n'est pas une guerre civile, hein, c'est cette guerre de proxy que mène le Rwanda pour les Occidentaux dans la région, pour s'accaparer, nous l'avons expliqué jeudi dernier, les ressources, les gisements de matières premières extrêmement importants. Hein, c'est une région qui est une anomalie géologique. Dans certains coins, nos profs d'histoire nous faisaient un peu peur avec ça. Quand on était jeunes, ils nous disaient que ça peut même dérégler les instruments de navigation des hélicoptères si on vole trop bas, tellement il y a de métaux dans le sol qui affleurent. Hein, voilà ce qu'on nous racontait, je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, à la fin des années 80, quand on parlait de l'Afrique, et en particulier à l'époque le Zaïre, aujourd'hui la RDC, on nous racontait ce genre de choses. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la situation RDC, et sur Veille Stratégique, on se fait un point d'honneur de vous informer quasiment quotidiennement sur le blog, hein, donc c'est gratuit, de tout ce qui se passe là-bas, avec au moins une mise à jour tous les jours de la situation en RDC. Et pour finir, donc on va parler de la situation donc au Proche-Orient, avec la situation entre les Palestiniens et les Israéliens. Alors la première chose, sur le plan diplomatique, c'est que le projet de Trump de relocaliser, donc de virer les Palestiniens de Gaza temporairement ou pas, pour faire le ménage ou pas des ruines vers la Jordanie et l'Égypte, a été refusé par les pays arabes, hein, on pouvait s'en douter. Personne ne veut les voir chez eux, parce que de toute façon tout le monde l'aura compris, si on évacue les Palestiniens de Gaza, ils y reviendront jamais, hein, faut pas non plus les prendre pour des idiots. Donc le projet a été rejeté par les pays par les pays arabes, et en particulier par l'Égypte et la Jordanie. Donc pour le moment, les Gazaouis restent au milieu des ruines, et avec le risque demain de voir la guerre se rallumer, hein, ne l'oublions pas. À côté de ça, on a eu une annonce, alors ça avait déjà été évoqué au moment de l'accord initial entre les Palestiniens et Israël, selon laquelle Marwan Barghouti faisait partie des prisonniers que le Hamas demandait dans les échanges par rapport aux otages. Alors, je vais préciser. Des gens me disent, pourquoi vous dites les otages israéliens? Alors, c'est vrai que parmi les Israéliens capturés le 7 octobre, il y a des militaires, et on l'a vu, il y a eu notamment des femmes qui ont été fait prisonniers par le Hamas, et elles, effectivement, vu qu'elles sont des soldats de Tsahal, ce sont des prisonniers. C'est vrai que les gens ont raison d'insister sur cette petite différence. Par contre, vous me ferez pas avaler le fait que des enfants en bas âge avec leur grand-mère qui ont été enlevés, c'est pas des otages, parce que c'est plus des soldats, c'est pas des soldats pour les gamins, et puis c'est plus des soldats quand on est une mamie de 70 ans, hein, c'est terminé tout ça. Donc oui, les soldats israéliens, les soldates israéliennes qui ont été emmenés le 7 octobre sont des prisonniers, c'est vrai, mais les autres, les enfants notamment, hein, je dirais même principalement, les enfants de moins de 20 ans, puisque en Israël on fait son armée quand on a 20 ans, eh bien ce sont des otages. Voilà la petite différence sémantique qui a son importance. Donc aujourd'hui, on a évoqué l'idée que Marwan Barghouti pourrait être libéré, ainsi que Ahmed Saadat, qui est un des leaders du FPLP. Pour le moment, on n'a pas d'informations complémentaires. Je rappelle que Marwan Barghouti, c'est, à mes yeux, la solution pour que les Palestiniens puissent récupérer leur souveraineté enfin sur les territoires tels qu'ils sont prévus dans les accords d'Oslo. Hein. Marwan Barghouti a toujours été un grand défenseur des accords d'Oslo.
Et puis pour ceux qui ont toujours le crâne un peu dur pour comprendre ma position à l'égard du Hamas et à l'égard de la façon dont le Hamas a pu mener telle ou telle de ses opérations, je les invite. La vidéo a ressurgi un peu sur les réseaux, Marwan Barghouti qui explique comment, selon lui, il est hors de question de s'attaquer à des femmes et des enfants de part et d'autre. Donc ça veut dire que les combattants palestiniens ne peuvent pas prendre à partie les femmes et les enfants israéliens, et que bien évidemment les Israéliens ne peuvent pas prendre à partie les femmes et les enfants palestiniens. Voilà, il dit qu'ils doivent être, et puisque c'est un entretien qui se déroule en anglais, outside, ils sont à l'extérieur de la conflictualité, ils peuvent pas être inclus dedans, ça ne fait pas partie de ces valeurs, et ce sont les valeurs que, de toute façon, j'ai toujours partagées avec mes camarades palestiniens depuis le début des années 90, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout un fan du Hamas et de ses méthodes, y compris, je le rappelle, parce que c'est un mouvement qui appartient à la mouvance des frères musulmans et que ce n'est absolument pas ma tasse de thé non plus. Voilà, fallait le rappeler. Et l'occasion donc de reparler de Marwan Barghouti et l'occasion de rappeler les valeurs pour lesquelles il combat, puisqu'il combattait aussi contre la corruption au sein de l'autorité palestinienne. Ça a été un de ses grands combats de dénoncer ce qui se passait au sein de l'autorité palestinienne à la fin de la vie de Yasser Arafat, et puis alors depuis que on a, ça y est, Mahmoud Abbas qui est à la tête de l'autorité palestinienne, et c'est pour ça aussi que ce soit les Israéliens extrémistes comme Netanyahou et ses sbires, ou que ce soit l'autorité palestinienne, tout le monde le laisse croupir en prison depuis maintenant une vingtaine d'années, parce qu'il dérange tout le monde. Voilà, et qu'on a préféré libérer Sinwar plutôt que de libérer Barghouti. Donc on verra si là les choses changent ou pas, et s'il est libéré, quelle sera sa marge de manœuvre. Alors donc les échanges d'otages prisonniers et de prisonniers palestiniens se sont poursuivis. Donc du côté des Israéliens, il y a 3 Israéliens qui ont été libérés, et il y a 183 prisonniers palestiniens qui ont été également libérés. Malgré tout, cela n'empêche pas l'opération Mur de Fer de se poursuivre en Cisjordanie. L'armée de l'air israélienne est même intervenue pour mener des frappes contre des membres du djihad islamique palestinien, c'était à Kabatia. Cette frappe aurait éliminé 2 membres de cette organisation. Et à Jenin, les Israéliens évoquent également l'élimination d'une cellule terroriste, sans nous donner plus de détails sur qui la composait, à quel mouvement elle était raccordée. C'est le flou le plus total. On notera l'appellation de terroriste. Je rappelle que les Israéliens n'ont rien à faire en Cisjordanie, et que les Palestiniens qui y vivent sont comptables de leurs actes face à eux-mêmes et à l'autorité palestinienne, mais pas à l'égard de l'armée, de la police ou de la justice israélienne, qui est là en toute illégalité. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, avec ce qui se passe au sud Liban, les activités du génie de l'armée israélienne se poursuivent. On brûle, on démolit les bâtiments. Là, il y a de nouveaux villages qui ont été ciblés, notamment Rabat Talatin, Al-Dassayer. Voilà, on verra à la fin, puisque maintenant, je vous l'ai dit, c'est au 18 février, l'accord a été prorogé jusqu'au 18 février, on verra dans quel état sera cette bande au sud Liban qu'occupe l'armée israélienne, est-ce qu'il restera quelque chose debout ou pas. Alors en tout cas, malgré ces destructions, on assiste quand même au repli progressif des forces armées israéliennes, et dans certains secteurs, ça a permis à la fois à l'armée libanaise et à la population de retourner dans les villages, alors pour constater les destructions en partie ou en totalité des bâtiments suite au passage du génie israélien. Voilà, chers amis, ce qu'on pouvait dire donc en ce 3 février au matin.
Donc encore une fois, un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. Vous me retrouvez demain matin pour la matinale de GPTV avec l'ami Nicolas Stocker à partir de 7h30. Je pense qu'on reviendra sur tous ces sujets un peu plus en profondeur. Vous me retrouvez pour Veille Stratégique, le bulletin 87 jeudi dans la matinée. C'est toujours en ligne vers 11h, 11h30. Et puis pour les abonnés Patreon, jeudi soir de 19h30 à 21h. Une très bonne semaine à vous tous. À bientôt. Au revoir.